Bonjour et bienvenue à tous. Donc nous sommes ici pour vous parler des A-Players. Donc on va voir précisément ce que recouvre cette notion de A-Players et on va voir surtout comment est-ce que vous pouvez les identifier et comment les recruter au sein de votre entreprise. Donc avant de commencer, je vous propose que l'on se présente. Alors pour ma part, je suis Christophe Poirot, chef de projet chez Assessfirst. Donc je me charge principalement de gérer les projets clients, les projets de recrutement prédictif avec nos clients les plus engagés. Et donc je suis David Bernard, donc je suis psychologue du travail de formation et CEO d'Assessfirst. Alors dans ce webinaire, le programme que l'on vous propose est le suivant. Donc on va commencer par regarder ensemble qui sont ces fameux players dont on parle tant. Comment est-ce que vous pouvez les identifier? Quels sont les critères sur lesquels vous allez devoir vous appuyer pour révéler leur potentiel? Et enfin, Christophe vous parlera de la façon dont vous pouvez les recruter, mais cette fois-ci dans votre entreprise. Alors, qui sont les A-Players? Donc, quand on s'intéresse à la notion de A-Players, il y a plusieurs choses déjà qu'il faut bien avoir en tête. C'est que généralement, les players vont être caractérisés par le fait que ce sont des personnes qui ont tendance à travailler dur. Ces personnes ont également tendance à surpasser les attentes, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas du minimum, ils cherchent systématiquement à faire plus, délivrer plus. De ce fait, ils sont souvent appréciés, respectés par leur entourage, et ce sont des personnes qui vont avoir une évolution qui va être extrêmement rapide, en tout cas beaucoup plus rapide que la majorité des collaborateurs. Ensuite, on a une autre catégorie de collaborateurs qu'on appelle les B-players. Les B-players vont représenter la vaste majorité des collaborateurs qu'on a dans l'entreprise. Donc, ce sont les personnes qui sont capables de faire leur job. Donc, on parle parfois pour les décrire de 9 to 5, c'est-à-dire les personnes qui vont faire le job dans le temps qui leur est imparti. Donc, ils se conforment aux attentes. Donc, ils vont avoir plutôt tendance à se centrer sur le travail prescrit. Ils peuvent être bons, mais ils vont rarement délivrer des résultats exceptionnels. Enfin, les C-players, alors eux, ce sont ceux qui font le minimum, qui ne prennent pas spécialement d'initiative, qui peuvent avoir tendance à développer des relations conflictuelles avec les autres et qui se sentent peu responsables. Peu responsables de ce qui leur arrive, peu responsables des objectifs qu'on va leur proposer. Ce qui va les caractériser, souvent, c'est leur manque de proactivité. Ça, c'est quand ils sont collaborateurs. Lorsqu'ils sont managers, les A-players vont avoir tendance à construire des équipes talentueuses. Ce sont des managers qui recherchent la compagnie des personnes brillantes, des personnes compétentes. De ce fait, ils vont avoir tendance à chercher à s'entourer de personnes qui leur ressemblent. Donc, ce qui les caractérise tout particulièrement, c'est leur envie d'apprendre. Donc, ce sont des personnes qui ont compris que c'est en étant au contact de personnes au moins aussi brillantes que soi, voire plus brillantes que soi, que l'on peut parvenir à progresser. Ensuite, les managers B-players, eux, peuvent avoir peur parfois qu'on leur pique leur place. C'est pour ça qu'ils vont rarement avoir tendance à recruter eux-mêmes des A-players, mais qu'ils vont plutôt s'entourer de joueurs de catégorie B, voire de joueurs de catégorie C. Enfin, les managers C-players, donc ce sont les pires. Donc ce sont des personnes qui n'aiment pas recruter parce qu'ils trouvent ça trop compliqué ou parce qu'ils sont trop paresseux pour le faire. Et généralement, ils sont prêts à accueillir n'importe qui va se présenter pour faire le job. Quand on regarde la distribution théorique, c'est-à-dire la façon dont ces différents profils se distribuent, se répartissent au sein de l'entreprise, généralement, ce que l'on peut observer, c'est qu'on va trouver 5% de players dans une organisation, on va généralement avoir 10% de C-players et la vaste majorité des collaborateurs qui vont se situer dans la catégorie des B-players. Donc, des collaborateurs qui sont plutôt moyens, qui font le job, mais qui ne vont pas spécialement permettre de créer de vraies différences au quotidien. L'objectif du recrutement prédictif, comme on va le voir, ça va être de permettre de passer de cette distribution théorique à une distribution qui est plus souhaitable, c'est-à-dire on va voir ensemble comment vous pouvez augmenter de manière significative la proportion de A-players dans votre entreprise. Alors, comment identifier les A-players? Qu'est-ce qui les caractérise au-delà des quelques généralités qu'on a émises, de ces évidences qu'on a tous en tête? Comment est-ce qu'on peut les identifier concrètement? Tout d'abord, il y a la question des hard skills, les fameuses compétences techniques.
Alors bien évidemment, ces compétences techniques constituent un socle indispensable, c'est-à-dire que si les personnes ne disposent pas de ces compétences, bien évidemment, elles ne pourront pas faire le job, mais ce n'est pas ça qui va permettre aux personnes de créer une vraie différence. Pourquoi? Parce qu'on considère aujourd'hui que les hard skills, c'est ce qui va expliquer à peu près 20% et 20% seulement des différences qu'on va pouvoir observer dans l'entreprise entre celles et ceux qui performent au plus haut niveau et celles et ceux qui ont plus de difficultés dans le cadre de leur activité. Ce sur quoi il va falloir vous concentrer de manière privilégiée, c'est ce que l'on appelle les soft skills. Donc les soft skills qui vont permettre d'expliquer quant à elles près de 80% des différences entre les meilleurs et les moins bons collaborateurs. Qu'est-ce qu'on entend par les soft skills? Les soft skills, c'est ce qui va caractériser chacun d'entre nous, ce qui va faire notre unicité, ce qui va nous rendre unique. Et donc, on considère chez Assess First que les soft skills d'une personne sont la combinaison unique de 3 facteurs clés. Tout d'abord, on va avoir les capacités de raisonnement. Ce qu'on entend par capacité de raisonnement, c'est la façon dont la personne va appréhender les problèmes, les situations qu'elle peut rencontrer, le type de solution qu'elle va y apporter, la vitesse à laquelle la personne va penser. On est vraiment, lorsqu'on parle de capacité de raisonnement, dans le domaine de ce que la personne peut faire. Ensuite, deuxième facteur essentiel, les motivations. Là, on va être dans le domaine de ce que la personne veut faire. On entend par les motivations les besoins fondamentaux qu'une personne va chercher à satisfaire dans le cadre de son activité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons toutes et tous des besoins fondamentaux que nous allons chercher à satisfaire. Certains d'entre vous ont peut-être besoin de sécurité, d'autres de défis, de challenge, de relations, de proximité avec les autres, de rémunération ou encore besoin de bénéficier d'un statut prestigieux. Tous ces besoins fondamentaux, c'est à un moment donné ce qui va driver notre comportement et qui va provoquer notre passage à l'action. Enfin, troisième critère crucial, après les capacités, ce que je peux faire, les motivations, ce que je veux faire, la personnalité, comment concrètement je vais me comporter dans différents types de situations. Quels sont les comportements naturels que je vais adopter au quotidien, que ce soit dans mon rapport au travail ou dans mes relations avec les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Assess First, nous avons développé, pour évaluer chacun de ces facteurs clés, un petit module d'évaluation qui va nécessiter 10 à 12 minutes maximum. Pour évaluer les capacités de raisonnement, nous avons créé Brain. Brain va vous permettre d'évaluer 4 grands facteurs d'aptitude intellectuelle, 4 façons de raisonner, 4 manières différentes d'aborder les problèmes. Ensuite, on a développé ce que l'on appelle Drive, qui est un outil d'évaluation des motivations. Là, grâce à Drive, vous allez pouvoir faire le point sur 20 motivations fondamentales pour répondre à la question suivante: qu'est-ce qui va provoquer la satisfaction et surtout l'engagement de la personne au long cours dans mon entreprise? Et enfin, grâce à Shape, vous allez pouvoir révéler quels sont les comportements que la personne va adopter de manière privilégiée dans le cadre de son travail. Grâce aux algorithmes que nous avons mis en place, une fois que l'un de vos candidats ou collaborateurs a complété ces 3 modules d'évaluation, nos algorithmes vont permettre d'identifier ce que l'on appelle ces talents naturels. Qu'est-ce que c'est que ces talents naturels? C'est ce que chacun d'entre nous va réussir à délivrer au plus haut niveau. C'est ce que la personne va faire de mieux et avec une certaine aisance, avec une certaine facilité et qui demanderait beaucoup plus d'efforts à une autre personne qu'elle. Et pour identifier les A-players, il va vous falloir rapprocher les talents naturels de chacun de vos candidats ou collaborateurs par rapport à ce qu'on appelle tout simplement un modèle prédictif. Ce modèle prédictif, c'est quoi? C'est tout simplement la caractérisation des critères qui sont importants pour pouvoir être qualifié en tant que A-players. Et donc, on va y trouver la puissance de raisonnement, mais également la vitesse d'exécution, la vitesse à laquelle la personne va pouvoir penser, résoudre les problèmes, son agilité intellectuelle. On va également pouvoir identifier les personnes sur la base de leur personnalité, sachant qu'il va falloir se centrer pour identifier les players sur les comportements qui permettent à la personne de réagir positivement, que ce soit en situation normale, lorsque tout se passe bien, mais également en situation de stress. Enfin,
Vous allez pouvoir, grâce à ce modèle prédictif également, identifier les motivations de la personne. Donc ça, c'est très, très, très important de bien comprendre la distinction. On ne va pas parler de la motivation. L'idée, c'est vraiment pas d'identifier les personnes qui ont envie de faire le job, parce que n'importe qui est capable, pendant un entretien de 45 minutes, qui n'est au final rien de plus qu'une pièce de théâtre entre un recruteur et un candidat. Donc, n'importe quel candidat est capable de vous convaincre qu'il a envie de faire le job. Non, ce qu'il va falloir faire, c'est vous centrer véritablement sur l'identification des besoins fondamentaux de chacun. Donc, on a créé chez AssessFirst un profil A-Players qui va vous permettre justement d'identifier ces collaborateurs au plus fort potentiel de contribution, au plus fort potentiel d'évolution dans la structure, celles et ceux qui auront la capacité à devenir les leaders de demain. Et voilà comment nous avons procédé. Entre 2006 et 2016, nous avons pu évaluer plus de 5 millions de personnes dans 30 pays différents. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a procédé à une analyse de l'ensemble de ces données qui ont été recueillies sur des candidats évalués par nos propres clients. Et donc, au travers de différents extracts dans les bases de données, différents traitements sur ces données, différentes études qui ont pu être réalisées par nos data scientists, eh bien, on a pu identifier ce que l'on appelle des patterns particuliers. On s'est centré lors de l'identification des patterns sur, eh bien, justement, le fait de pouvoir révéler qu'est-ce qui caractérise les 5% de collaborateurs les plus contributifs, les plus performants et surtout celles et ceux qui ont la plus forte capacité d'évolution dans l'entreprise. Voilà ce que nous avons identifié. Du point de vue de leur personnalité, comme on peut le voir sur ce screenshot, ce sont des personnes qui sont dotées d'un fort leadership, donc avec une capacité à prendre l'ascendant sur les autres, une aptitude à convaincre, c'est-à-dire faire passer leur vision, vendre leurs décisions aux autres, provoquer l'adhésion. On voit en même temps que ce sont des personnes qui ont une consultation avant de décider qui est plutôt faible. C'est-à-dire des personnes qui sont très décisives entre guillemets, qui ont cette capacité à se positionner et qui n'attendent pas qu'on leur donne des autorisations pour avoir un positionnement clair sur différents sujets. On voit également que ce sont des personnes, si on descend un petit peu en dessous, donc qui sont marquées par un fort besoin d'inventivité, de changement, d'évolution, donc des personnes en capacité à penser en dehors du cadre, des personnes qui vont considérer le changement comme une opportunité plutôt que comme une menace. Et enfin, si on va sur la gauche, on voit que ce sont des personnes qui ont également une grosse force de travail, donc capacité à aller au-delà du prescrit, cherche à faire plus, à délivrer plus, et enfin, une persévérance à toute épreuve. On voit enfin tout en haut, à côté de prendre l'ascendant sur les autres. Donc sur le critère recherche la stabilité, on voit qu'on va plutôt également rechercher des scores faibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va caractériser les personnes qui sont en capacité à sortir de leur zone de confort, d'accord? Et des personnes qui n'hésitent pas à prendre des risques lorsque la situation le nécessite. Du point de vue de leur motivation, 6 motivations fondamentales sont ressorties de nos analyses. La première, se dépasser au quotidien, parce que il faut bien avoir en tête que ce qu'on vient de voir juste avant, donc la personnalité, c'est vraiment comment la personne se comporte. C'est son potentiel comportemental. Après, c'est pas parce que j'ai la capacité à faire plus, à délivrer plus, que forcément j'aurai envie de le faire. Donc là, avec les motivations, on va vraiment voir qu'est-ce qui caractérise la personne en termes de besoins. Donc, se dépasser au quotidien, bénéficier d'une autonomie, capacité à évoluer dans un environnement incertain. On voit que ce sont des personnes qui souhaitent avoir de l'influence. Donc, non seulement elles ont un potentiel de leadership, mais surtout, elles ont l'envie d'activer ce leadership. Volonté également d'avoir un impact positif sur le monde, faire en sorte de faire du monde un endroit meilleur. Et enfin, remporter régulièrement des succès. Donc, ces 6 motivations sont les 6 motivations clés qui caractérisent, généralement, les personnes qu'on observe comme étant les plus forts contributeurs et celles et ceux qui évoluent le plus rapidement au sein de l'entreprise. Enfin, du point de vue de leur capacité intellectuelle, bon, là, ça a été assez clair. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure en introduction de 4 facteurs clés que Brain évaluait. Donc, capacité à analyser les situations, capacité à mobiliser ses connaissances pour résoudre les problèmes, les défis, les challenges que l'on peut rencontrer au quotidien, aptitude à manipuler les chiffres, et enfin la gestion des imprévus.
mais une gestion pas émotionnelle, mais cette fois-ci véritablement une gestion intellectuelle, des imprévus, de l'inattendu, eh bien là, on se rend compte qu'on attend, eh bien, c'est pas très compliqué, hein, un score maximal sur l'ensemble de ces critères. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque une personne obtient 5 sur chacun de ces critères, donc ça va caractériser un petit peu moins de 2% de la population. Après, on le verra bien évidemment, on va le voir lors de l'utilisation pratique de ce modèle. Bien évidemment, ça c'est la théorie. Dans la pratique, on ne va pas rechercher uniquement les 2% d'individus exceptionnels sur cette Terre. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de découvrir avec Christophe comment concrètement vous pouvez recruter ces e-players, cette fois-ci dans votre entreprise. Exactement, merci David. Alors là, ce qu'on a vu, c'était plutôt une approche très généraliste qui s'est basée sur en fait, l'analyse de 5 millions de personnes dans plusieurs pays. Et donc là, ce que vous avez pu voir, c'est ce qui est ressorti d'une approche globale. Là, ce qu'on va aller voir, c'est comment recruter vous, les players pour votre entreprise dans votre contexte. L'idée, c'est de se dire, j'ai une entreprise, j'ai des jobs bien précis, bien spécifiques. Comment est-ce que je peux en fait déterminer, identifier les personnes qui vont être le plus en potentiel de réussite et d'épanouissement sur ces jobs. Ça, c'est ce qu'on approche en fait avec le talent review. C'est le type de projet en interne chez Assess First qui est en fait le plus haut niveau d'études prédictives. Donc le talent review, tout simplement, il permet de répondre à une question qui est: est-ce que mon candidat aura la capacité à réussir et à s'épanouir dans le job pour lequel je recrute dans mon entreprise, en m'appuyant sur ce qui fait réellement à la réussite chez nous. C'est-à-dire qu'on ne va pas se baser sur des croyances, sur tout simplement une fiche de poste, mais bien sûr ce qui fait que les personnes actuellement chez vous sont en situation de réussite et ce qui fait en fait qu'ils vont surperformer par rapport aux autres. Donc ça, comment est-ce que ça se passe? Très concrètement, il y a 3 grands piliers qui doivent être respectés dans une étude de ce type. On va avoir d'une part une problématique précise. Donc, plus qu'une problématique, ça va être un objectif bien précis. Est-ce que vous cherchez à recruter des gens qui vont surperformer sur certains aspects, ou alors des gens qui vont plutôt rester dans la durée pour en fait pour performer au fur et à mesure, pour en fait avoir ce potentiel d'évolution, ou alors est-ce que vous le cherchez tout de suite cette performance? Tout dépend un peu de votre objectif. Ensuite, une population d'études claires, c'est-à-dire que là, ce qu'on a vu auparavant, c'est l'étude de 5 millions de personnes, donc un modèle assez généraliste. Là, l'intérêt de ce type d'approche, c'est de vous dire sur quel poste exactement, sur quel métier, sur quel job je veux identifier les personnes, mes players. Donc, est-ce que ça va être sur des commerciaux, sur je sais pas, des comptables ou même des positionnements très très stratégiques, donc le haut niveau de la hiérarchie. Donc là-dessus, bien se dire, ok, qui je veux évaluer, parce que en fait, la réussite ne sera pas conditionnée par la même chose selon la population, selon le job que vous allez étudier. Et enfin, un set de données pertinentes, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez l'objectif que vous voulez aborder, les personnes que vous voulez inclure dans cette étude, et maintenant, c'est sur quoi est-ce qu'en fait concrètement on va se baser pour se dire pour déterminer qui va le plus réussir. Donc sur ces données, en fait, on va avoir deux types d'informations. Il y a les données en fait RH, les données de performance chez vous, donc ce qui concrètement, opérationnellement fait que les personnes réussissent. Donc ça peut être les notations aux évaluations annuelles, ou alors plus des chiffres très concrets. Donc ça, c'est la partie chez vous. Et ensuite, la partie données comportementales, donc ce qui caractérise réellement les personnes qui vont être étudiées. Donc ça va être, comme David l'a présenté, leur capacité de raisonnement, leur motivation et aussi leur personnalité, donc leur comportement. Tout ça, en fait, c'est 2 couches qui vont être combinées avec la data science. La data science, très brièvement, c'est en fait tout simplement une nouvelle discipline qui s'attache à étudier à l'aide d'études, à l'aide d'outils mathématiques et statistiques, et surtout d'outils de visualisation de données, en fait, de traiter des gros volumes d'informations. Donc trois piliers, et puis des données qui sont en fait tournées vers, qui sont transformées en un modèle prédictif. Et bon, concrètement, combien de temps ça prend? Comment est-ce que ça se passe? C'est assez simple. Il y a le cadrage du projet, en fait, qui va bien conditionner le fait que les 3 piliers ont été respectés. Donc là, c'est entre vous et nous. On va en fait se poser les objectifs. On va bien déterminer qui va être
à étudier et et ce qui en fait va constituer le socle de la performance chez vous. La communication en interne, parce qu'on se doute bien que chez vous, un projet de ce type, vous n'avez pas forcément l'habitude d'en mener et en fait, ça peut aussi faire peur à certaines personnes. Ils vont se dire, ah, je suis évalué, ou alors tout simplement, je comprends pas l'intérêt de cette chose. Et nous, en fait, de notre côté, on a fait une vingtaine de projets de ce genre l'année dernière. Donc, on sait très concrètement les messages qui fonctionnent bien, les messages qui fonctionnent moins bien, et ce, en fonction de votre entreprise, de votre contexte. Puis la récolte des données, donc là, ça parle d'elle-même, tout simplement. Et l'analyse. Et après, en fait, une restitution personnalisée. On va analyser tout ça et en fait, on va tout simplement vous montrer le modèle prédictif qui en est ressorti et échanger avec vous là-dessus. Donc, comment le comprendre, comment l'aborder, comment l'utiliser. Tout ça, c'est en fait une démarche qui peut durer un mois. Donc, c'est un gros investissement de temps et d'effort, mais le jeu en vaut la chandelle parce qu'en fait, on approche le summum en termes de validité prédictive et du coup en termes de pertinence dans le recrutement. Et après, vous l'utilisez et nous de notre côté aussi, on suit en fait les résultats que vous obtenez parce que l'idée c'est pas forcément de vous donner tout simplement un modèle en one shot, mais bien de vous suivre en fait sur la durée. Donc concrètement, qu'est-ce que vous récupérez après ça? Donc David vous a déjà présenté les modèles qui peuvent exister. Mais là, ce qui est intéressant à noter, c'est que par exemple là, on est sur un profil de personnalité. Et en fait, si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a vraiment des niveaux de précision très aboutis qui en fait qui sont permis par ce type d'études. Donc là où sur un modèle assez généraliste, on s'attachait à des zones, à des scores très généraux, en fait, soit un score faible qui va de 1 à 4 ou un score élevé qui va de 7 à 10. Mais là, on peut vraiment se positionner très concrètement sur à quel seuil, en fait, je dois me recruter pour, en fait, recruter les personnes les plus en adéquation avec ce profil. Donc concrètement, ce type d'approche vous permet de déterminer précisément le potentiel de vos candidats sur le poste pour lequel vous recrutez. Et la best practice que nous, en fait, on a pu voir, c'est de recruter à partir de 60% d'adéquation à ce modèle. C'est-à-dire que les personnes qui seront en fait confrontées à ce modèle auront un score entre 0 et 100%. Et à partir de 60%, on s'est rendu compte que c'est là qu'on peut se dire que les personnes ont le plus de potentiel de réussite. Donc, pour vous montrer un cas pratique, il y a quand même des entreprises qui se disent oui, mais il y a des personnes en fait, qui ont moins de 60% d'adéquation à ce modèle, qui ont entre 50 et 55, mais là, c'est un peu la zone un peu tricky parce que on se dit c'est proche de 60, donc ça va. Sauf qu'en fait, on se rend compte que c'est la zone justement moyenne et en dessous de 50% où c'est la zone un peu à risque. Et pour autant, il y a certaines entreprises qui ont décidé de jouer le jeu, enfin de tenter le coup, mais en toute connaissance de cause. C'est-à-dire qu'ils avaient en fait très clairement des critères, des pointeurs qui leur disaient cette personne sur tels aspects, elle peut être en difficulté. Ce qui fait qu'ils ont en fait pu recruter en toute connaissance de cause et mettre en place les dispositifs nécessaires pour en fait favoriser la réussite de ces personnes. Cela dit, on se rend bien compte là sur ce tableau que c'est un cas client que nous avons eu l'année dernière. Donc de 60 à 100% d'adéquation, on avait les trois quarts des personnes qui étaient en situation de surperformance, 10% qui étaient en situation assez moyenne, donc les B-players, et 15% qui étaient en fait en situation de sous-performance. Donc là, c'est ce qu'on fait non plus, c'est pas non plus de la magie, c'est-à-dire qu'il y a toujours des marges d'erreur, mais ce qui fait que très concrètement, on peut pointer les gens qui vont le plus le plus être en situation de réussite. Entre 40 et 60%, on se rend compte que en fait effectivement, quand on recrute dans la moyenne, on recrute des gens moyens, donc dans la norme, et entre 0 et 40%, là il y a un pari qui a été pris et juste une personne sur quatre a effectivement surperformé, mais tous les autres qui avaient été pointés comme à risque, et en fait ont bien ont bien illustré ont bien illustré le propos. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, vous gardez quand même le pouvoir de décision. Si vous rencontrez un candidat qui va tout simplement en fait vous convaincre lors de son entretien, qui va vous dire oui, je suis, vous m'identifiez comme un risque, mais voilà ce que moi je peux vous dire en fait pour désamorcer un peu ça. Vous pouvez faire le choix, tout en sachant qu'en fait nous
voilà, on vous donne un pouvoir supplémentaire sur la décision. Il y a une question qui peut se poser, c'est se baser sur les performances passées pour prédire des performances futures. C'est pas forcément logique parce que le monde bouge, vous avez un contexte d'entreprise qui va changer, un environnement de travail qui va changer, un nouveau manager qui va arriver, une nouvelle stratégie qui va se mettre en place. Ce qui fait que ce qui faisait la réussite hier, c'est pas forcément ce qui va faire la réussite demain. C'est pour ça que nous, de notre côté, en fait, on se base sur une politique pas de one shot justement, mais bien de suivi comme je vous en ai parlé précédemment, et ce qui fait un bilan systématique à plus de 12 mois, c'est-à-dire qu'après 12 mois d'utilisation du modèle prédictif, on voit avec vous comment est-ce que vous l'avez utilisé, ce que ça a donné, et on l'ajuste aux besoins en fonction justement de ces changements qui ont pu avoir lieu. Et en pratique, ouais. Alors, merci Christophe. Ce que je vous propose, c'est de voir comment concrètement en pratique ça se passe pour vous. C'est-à-dire une fois que, vous avez créé ce modèle prédictif, une fois qu'on l'a implémenté sur votre plateforme, sur votre compte Assess First, comment vous allez pouvoir faire, pour spotter, identifier instantanément quels sont les collaborateurs, les collaboratrices, les candidats, les candidates qui ont le potentiel pour devenir les players. Alors, donc là, on est connecté sur la plateforme Assess First. Donc là, je suis sur modèle prédictif et donc je vais aller sur recrutement, je vais cliquer dessus et j'arrive ici. Alors là, je suis sur un panel avec tous les recrutements qui sont ouverts dans Assess First pour mon entreprise. Donc, lorsque je souhaite lancer un nouveau recrutement, je vais faire quoi? Je vais tout simplement cliquer sur le petit bouton en haut à droite qui s'appelle « Lancer un recrutement ». Jusque-là, rien de compliqué. Donc, je clique. Donc, je vais pouvoir, pour paramétrer un recrutement, déjà sélectionner le pays dans lequel je souhaite recruter. Ensuite, je sélectionne le modèle prédictif qui sera appliqué pour classer les candidats. Donc là, je vais sélectionner mon modèle ePlayers. OK. Ensuite, on va me demander de rentrer un nom à donner à cette campagne. Donc, je ne vais pas faire preuve d'une grande originalité, je vais l'appeler ePlayers. On sélectionne le secteur d'activité dans lequel la personne va travailler. Par exemple, pour nous, ça serait le secteur Internet. Et ensuite, alors là, c'est une petite amélioration, c'est même pas une petite amélioration, c'est une grosse révolution en fait qu'on a introduit il y a quelques mois déjà. Donc, vous avez désormais la possibilité d'associer un manager à cette campagne de recrutement. Ça veut dire quoi, associer un manager à une campagne de recrutement? Ça veut dire que si le manager pour lequel vous recrutez, donc il vous a demandé de lui trouver un collaborateur, une collaboratrice, si il ou elle a déjà complété les évaluations Assess First, c'est-à-dire que vous disposez de son profil, vous allez pouvoir le sélectionner. Par exemple, je vais sélectionner John Doe, donc qui a passé ses évaluations, et il ne me reste plus qu'à enregistrer. Ça y est, c'est fini, ça m'a pris 30 secondes pour créer ma campagne de recrutement. De là, j'ai la possibilité de générer ce qu'on appelle un lien d'accès direct à la campagne, c'est-à-dire que ce petit lien d'inscription publique que vous voyez, my.assessfirst.com/blablabla, vous allez pouvoir le copier, le coller, le diffuser sur n'importe quel support. Ça peut être à la fin de vos offres d'emploi sur LinkedIn, ça peut être sur les job boards, ça peut être sur les réseaux sociaux, sur votre blog, sur le site internet de l'entreprise, peu importe. À chaque fois que vous souhaitez recruter une personne, vous allez pouvoir disposer de ce petit lien. Chaque fois qu'un candidat va cliquer sur ce lien, automatiquement, en 15 secondes, il va se créer un compte sur Assess First et il va pouvoir compléter ses évaluations Brain, Shape et Drive. Donc, une fois que vos candidats ont complété, à chaque fois qu'il y en a un, qu'est-ce qui va se passer? Boum, ils vont arriver ici. Vous allez avoir une liste de candidats à étudier. Donc là, on voit par exemple qu'on a 32 candidats à étudier. Donc, vous les avez tous, et automatiquement un taux d'adéquation par rapport à ce fameux profil ePlayers. Donc là, j'ai pris l'exemple, un petit exemple, j'ai pris l'exemple d'Assess First tout simplement. Donc, on a créé ce modèle ePlayers, comme je vous ai dit, sur la base de l'étude de 5 millions de personnes, et ensuite, on a décidé chez Assess First de s'appliquer la même punition que celle qu'on préconise pour nos clients, c'est-à-dire, de sélectionner les collaborateurs qui auront vraiment ce potentiel pour évoluer, ce potentiel pour performer au plus haut niveau. Donc là, comme on est un peu des psychopathes chez Assess First, on n'a que des personnes qui sont au-dessus de 60%, bien évidemment. Mais ce que j'aimerais vous montrer, c'est ce qui peut se passer si jamais vous avez toute une diversité de candidats qui, au départ. Parce que là, j'ai mis uniquement les collaborateurs Assess First. Et donc, ce qu'on a fait, on a souhaité justement que ce soit
magique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous montre ça tout de suite. Donc, admettons par exemple qu'on est, donc là on n'est plus sur le modèle e-player. J'ai repris les collaborateurs SFR, mais j'ai changé complètement le modèle pour vous donner une illustration. Donc là, j'ai toute une série de candidats, j'en ai 31 qui ont complété l'évaluation. Donc je vois 75, 74, 72, 66 et blablabla. Eh bien, imaginez, là vous en avez 31, vous pouvez les traiter à la main. Vous pouvez vous dire, ok, cette personne, je vais la shortlister, celle-ci, je peux rejeter la candidature, d'autres, on va peut-être les appeler pour faire un pré-qualif, pour voir si on peut pas attraper le profil. Mais qu'est-ce qu'il se passerait si vous aviez 300, 400 candidats à traiter, ou même tout simplement, je vois, 250? Ça commence à devenir un peu compliqué. On s'est dit, et si on créait un bouton magique sur lequel il suffirait à nos utilisateurs de cliquer pour obtenir une recommandation sur les profils à voir, à rencontrer de toute urgence et les profils sur lesquels il sera peut-être moins opportun pour eux comme pour vous de passer du temps. C'est exactement ce qu'on a créé. Donc on a créé ce Magic Button donc qui va pas seulement prendre en compte le taux d'adéquation global dont on vous parlait, de 0 à 100%, mais qui va prendre en compte toutes les configurations fines qu'on peut avoir entre les différents traits de personnalité, de comportement, les motivations, les différentes capacités intellectuelles et bien évidemment toute la richesse, toute la complexité du modèle prédictif que vous avez présélectionné. Et donc, ce qui est intéressant, vous allez le voir, c'est que bon, ici, rien de très magique pour un Magic Button. On voit qu'on a tous ceux qui sont en haut qui apparaissent en bleu. Ah, on voit qu'on a une personne, Sarah, donc qui apparaît en rouge alors qu'elle est à 67%. Je vais scroller, je descends un peu. J'ai une autre personne à 65, une autre à 63 qui sont en rouge. Je redescends, bah tiens, j'ai une personne en bleu. Pourtant, elle n'a que 59%. Une autre qui n'a que 57%, mais pourtant, elle est en bleu également. C'est-à-dire que en dépit du fait qu'elle soit à seulement 60%, eh bien, on vous conseille quand même de les rencontrer. Et c'est là justement toute l'intelligence qu'on a pu apporter dans nos algorithmes, c'est de faire en sorte de simuler véritablement le travail que va faire un expert en évaluation et qui ne s'arrêterait pas simplement aux chiffres qu'on lui balance. En définitive, on considère quoi chez Assesseur? On considère que notre métier, c'est tout simplement de vous aider à réussir, de vous aider à passer un cap dans la manière dont vous allez recruter, identifier les talents, favoriser la mobilité de vos collaborateurs internes, mais surtout, si on considère que notre métier, c'est de vous aider à réussir, c'est surtout de vous aider à réussir sur le long terme. C'est pour ça que, comme Christophe l'a précisé, à chaque fois qu'on va mettre avec vous en place un projet de recrutement prédictif, on va faire en sorte de mesurer le retour sur investissement lié à la mise en œuvre du projet, ceci 12 mois, 24 mois, 36 mois après son implémentation. Et ce que l'on va observer généralement, c'est une hausse de la performance des collaborateurs recrutés qui est de l'ordre de plus 15% par rapport à celles et ceux qui étaient recrutés de manière plus traditionnelle. On va pouvoir faire baisser les coûts de recrutement jusqu'à moins 20%. Pourquoi? Parce que vous allez aller plus vite, vous allez rencontrer moins de candidats, mais des candidats plus qualifiés. Vous allez également diminuer ce qu'on appelle le time to recruit, c'est-à-dire le temps nécessaire pour combler chacun des postes qui peut aller jusqu'à moins 30%. Et enfin, on va également jusqu'à réduire de moitié le taux de turnover sur les postes sensibles. Bien évidemment, vous vous dites là, peut-être qu'il est en train d'en faire trop, mais ceux qui en parlent le mieux, ce sont nos utilisateurs, comme Pascal Vincent, par exemple, qui est responsable ressources humaines au sein de Quick, qui explique comment elle a pu, grâce au recrutement prédictif, diminuer le taux de turnover de moitié sur le poste de manager d'équipe en restaurant, ou encore Fatal Acharef, qui est DRH du BHV Marais. Donc, on a beaucoup entendu parler, enfin, vous en avez certainement entendu parler, donc, notamment dans l'Express la semaine dernière, qui expliquait comment, grâce aux algorithmes d'Assess First, il recrute désormais en 30 jours au lieu de 45, comment il a diminué le turnover de moitié, le faisant passer de 17% à moins de 9% sur la première année. Et également, ça lui a permis de sélectionner des collaborateurs qui ont pu augmenter le chiffre d'affaires par corner de 11% en moyenne pour ceux qui ont été identifiés comme étant des A-players pour lui par rapport à ceux qui ne l'étaient pas et qui ont quand même été recrutés. Enfin, donc, cette approche prédictive peut également être utilisée non pas seulement pour le recrutement, mais également pour la gestion de la mobilité en interne, pour aider, comme pour Thierry Bougerolles par exemple au sein de Carrefour Market, à mettre en place des plans de développement personnalisés
pour chacun des collaborateurs. Comme eux, aujourd'hui, ce sont plus de 3500 clients répartis dans 30 pays différents qui ont donc lancé plus de 5 millions d'évaluations. Donc aujourd'hui, nos clients travaillent dans tous les domaines. Ça peut aller du retail au service, en passant par le secteur public, l'industrie, la partie tech and consulting ou encore insurance and banking. On travaille aussi avec un nombre significatif de cabinets de conseil en recrutement, de cabinets de conseil en organisation, cabinets de conseil RH. Donc aujourd'hui, il y a plus de 400 cabinets avec lesquels on travaille, donc ils vont s'appuyer sur nos solutions pour délivrer leurs prestations au plus haut niveau. Et enfin, un nombre significatif d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs ou encore d'universités qui vont mettre à disposition nos solutions pour permettre aux étudiants, d'une part, de mieux se connaître, de mieux identifier leurs talents, et également de mieux préparer leur arrivée sur le marché de l'emploi. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire, ce dont nous souhaitions vous parler concernant les e-players, la meilleure manière de les identifier et surtout comment vous pouvez les repérer au sein de votre entreprise. Donc, ce que je souhaiterais faire maintenant, ce qu'on souhaite faire avec Christophe, c'est pouvoir éventuellement répondre à toutes les questions que vous vous posez. Donc, si vous avez des questions concernant ce qui a été présenté. Et également, c'est aussi vous inviter à vous créer un compte gratuitement sur AssessFirst si jamais vous ne disposez pas encore d'un compte AssessFirst. Donc, vous pouvez vous rendre à l'adresse qui apparaît à l'écran app.assessfirst.com/register. Et donc, ça vous permettra tout simplement d'ouvrir un compte et de bénéficier pendant 30 jours d'une utilisation illimitée de la plateforme que vous pourrez ensuite, ou pas, selon votre envie, transformer en utilisation payante par la suite. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie de votre participation et on est à votre disposition pour répondre aux questions. Donc, pour les questions, vous pouvez utiliser donc l'espace de chat qu'il y a dans le panneau GoToWebinar. Attendez, je vais faire quelque chose. Ici, voilà. Alors, donc première question de Sandrine. Donc bonjour Sandrine. Donc comment appliquer le recrutement prédictif dans des PME? Alors en fait, ce qui est important de bien comprendre, c'est que justement le recrutement prédictif, ça ne s'adresse pas uniquement aux grands groupes. Même si au tout début on a commencé donc à mettre en place l'approche prédictive au sein de grosses organisations. C'est vrai que parfois on peut avoir tendance à se dire le recrutement prédictif c'est génial. Par exemple, si je recrute des commerciaux, que j'ai déjà 150 commerciaux chez moi et que je veux faire que je veux créer un modèle talent review sur la base de l'étude de cette population. Donc à partir du moment où vous avez déjà, on va dire, une petite quinzaine de personnes qui sont dans un job en particulier, et surtout à partir du moment où vous avez des informations fiables concernant soit leur performance, ça c'est le meilleur, soit des comptes rendus d'entretien annuel d'évaluation par exemple, on peut mettre en place cette démarche. On peut commencer à analyser les données et bien évidemment ce qu'on va faire, c'est qu'on va enrichir mois après mois le modèle des nouveaux candidats que vous allez recevoir, des nouvelles personnes que vous allez intégrer. Généralement on va faire ça à 6 mois, 12 mois, 24 mois, 36 mois. Et alors, si jamais vous vous dites, ouais, mais ok, mais moi, j'ai pas 10 commerciaux chez moi, j'ai pas 25 commerciaux chez moi sur lesquels je peux faire une étude, ou alors, au contraire, ce sont pas des commerciaux, des personnes avec d'autres types de, voilà, enfin, il n'y a pas des commerciaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on met à votre disposition chez AssessFirst, lorsque vous ouvrez un compte, on va mettre à votre disposition gratuitement, 300, ce qu'on appelle 300 modèles prédictifs benchmark. Ça veut dire que sur la base de l'étude des 5 millions de personnes, on n'a pas seulement créé un profil e-player, c'est-à-dire qu'on a également créé pour 300 métiers différents, donc qui vont des métiers de l'achat, finance, comptabilité, gestion, l'audit, la qualité, marketing, commercial et j'en passe, on a créé à chaque fois des modèles prédictifs. Et si jamais vous vous dites, ouais, mais bon, ce sont des modèles standards, moi je veux quelque chose de personnalisé, mais en même temps, j'ai pas la taille pour faire un modèle personnalisé, sachez qu'on a créé un assistant intelligent avec lequel vous allez pouvoir échanger, discuter. Donc, on va vous poser des questions, vous allez répondre à ces questions et à la fin, vous avez votre modèle prédictif qui va être généré automatiquement. Donc voilà, je sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, c'était ma réponse. Alors, deuxième question. Quand on est un cabinet, peut-on créer un seul modèle e-player valable pour tous les clients?
Donc, question de Margot. Alors, merci Margot pour cette question. Alors, il y a non, en fait, enfin non, on peut pas le faire. C'est-à-dire qu'il y a pas, enfin, il y a pas un seul modèle qui peut réussir dans tous les jobs, bien évidemment. En fait, pour répondre précisément, il faut, ouais, je vais la faire en deux temps. En fait, non, à chaque fois, chaque job est différent. Vous allez recruter pour des clients qui ont des contextes différents, des enjeux différents, pour des postes différents. Donc, le mieux, c'est en effet de créer des modèles prédictifs personnalisés à chaque fois. Bien évidemment, si vous êtes un cabinet, parce que ça a un coût quand même de créer un modèle prédictif, il y a toute une étude, on doit solliciter des data scientists. Bah, vous n'allez pas dépenser ce type de somme pour créer votre modèle à chaque fois. C'est pour ça justement qu'on a créé le fameux assistant intelligent. C'est-à-dire cet assistant intelligent, hein, par exemple, vous pouvez très bien vous dire, tiens, je crée un nouveau modèle prédictif, ok, pour quel job, chef de projet, je sais pas, chez Accor, n'importe qui. Et là, on va vous poser des questions, on va vous dire, ok, bon, bah, c'est dans quel domaine? Gestion de projet, d'accord. Donc là, on commence par identifier des activités qui sont associées à ce job. On vous dit, est-ce que vous êtes ok là-dessus? Vous dites oui. Après, on va vous poser des questions du type, est-ce que c'est un job dans lequel la personne aura toute l'attitude, elle pourra choisir ses méthodes de travail, ou au contraire, est-ce qu'elle devra appliquer des méthodes, des process bien définis? Est-ce que la personne devra manager, si oui, combien de personnes? Est-ce qu'elle devra faire de la gestion de projet? Est-ce qu'elle devra être souvent en relation avec des clients? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, l'intérêt, c'est que ça va justement vous permettre, pour autant de postes pour lesquels vous recrutez, pour autant de clients pour lesquels vous bossez, vous pourrez créer vos propres modèles prédictifs personnalisés. Donc ça, c'est la première réponse que je peux vous apporter. Après, la deuxième, c'est que il y a quand même un profil E-Players qui a tendance statistiquement à beaucoup mieux fonctionner que les autres. Il y a quand même des constantes, c'est-à-dire que oui, si vous sélectionnez des personnes avec des capacités intellectuelles plutôt très élevées, c'est mieux. Si vous sélectionnez des collaborateurs, enfin des futurs collaborateurs avec des motivations dynamisantes, c'est-à-dire qui les poussent à sortir de leur zone de confort plutôt que des motivations qui les poussent à se préserver, oui, c'est mieux, notamment dans le contexte de transformation digitale. Il faut être en capacité à penser en dehors du cadre, il faut être capable de faire des expérimentations, de tester, de se planter, de recommencer. Et bien évidemment, oui, c'est mieux aussi de recruter des collaborateurs avec du leadership, de la capacité d'écoute et j'en passe. Mais bon, si j'avais vraiment un conseil, ça serait quand même d'adapter à chaque fois en fonction de vos exigences. Autre question. Ah, Christian. Bonjour Christian. J'espère que tu vas bien. Alors, en ce qui concerne les 25% de collaborateurs de l'exemple de votre client qui ont surperformé malgré une adéquation faible, que peut-on en conclure? Alors, si on revient sur le slide, hop, j'essaie de le retrouver, tac, tac. Alors, c'était où? C'était ici. Voilà. Donc, on voit en effet que le client a recruté donc 62 personnes et qu'il a quand même recruté 4 personnes qui étaient en dehors de la préconisation, c'est-à-dire en dessous des 40%. Donc, ce qu'il faut savoir, donc 4%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a 3 qui ont surperformé, ici, 75%, et une qui a surperformé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, la première chose, j'ai envie de dire, c'est que 3 fois sur 4, on a raison, et qu'une fois sur 4, on a eu tort. Alors, on a eu tort, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on a été complètement à côté de la plaque. Ça veut dire simplement qu'on a dit, voilà, statistiquement, cette personne, quand on prend en compte l'algo, quand on prend en compte le modèle, eh bien, elle a de beaucoup plus faible probabilité de réussir. Ça ne veut pas dire qu'elle est incapable de réussir. Mais ce qui est intéressant, justement, parce qu'on a fait une session de feedback et d'échange avec ce client, ce qu'il nous a dit, c'est que, en fait, il y croyait pendant l'entretien. Il a eu envie de donner sa chance à cette personne, mais là où il a trouvé un intérêt formidable, c'est qu'il a pu identifier, même si la personne était, je crois, à 34 ou 35%, il a pu identifier sur quel facteur précisément. C'est-à-dire que recruter une personne dont on sent que ça va le faire moyen, ça peut être compliqué, mais quand on sait sur quels critères il faut faire porter son attention, ce à quoi il va falloir être attentif pendant la période d'intégration, lors du management de la personne, ça va aider. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? C'est que globalement, ça marche, mais qu'on peut quand même aller contre le modèle parfois, mais par contre, que ce qui est très très important dans ce cas-là, c'est vraiment d'utiliser les informations dont on dispose pour optimiser l'intégration et le management de la personne. Alors, Sandrine, merci. Bon, ça c'est pas une question, mais merci à vous. Charlotte.
Ah, salut Charlotte. Donc alors, peut-on maîtriser la dimension affective, le feeling, la dimension sociale dans le recrutement? Alors ça, Charlotte, c'est une excellente question. En fait, chez Assess First, on est convaincu qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, où on marche vraiment sur la tête. C'est-à-dire qu'on la plupart des recruteurs pratiquent le recrutement dans le mauvais sens, dans le sens inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, ça se passe comment le recrutement? On reçoit une masse de CV, une tonne de CV, et on va faire une pré-qualification soit sur la base de mots-clés, soit en gros, on colle un stagiaire derrière la pile de CV, et puis on va lui donner des critères, il va dire ça oui, je prends, ça je prends pas, blablabla. Donc, on a cette première catégorisation. Ensuite, on fait souvent un entretien téléphonique. Après, on va faire les entretiens physiques. Donc là, c'est là où on peut se dire, bah tiens, moi je suis expérimenté, je suis recruteur, je sens les trucs. Donc ce candidat, je le sens bien, celui-là, je le sens moins bien. Bien évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Je sais très bien qu'ils vont étayer leur décision, mais il y a quand même beaucoup d'affectivité et beaucoup d'émotionnel qui peut passer. Et à la fin, quand on a fait sa shortlist, on se dit, ah bah tiens, quand même, sur les 3 candidats que j'ai retenus, je vais quand même leur faire passer une éval. Problème, c'est que, bah, qu'est-ce qui se passe si jamais mon candidat qui a été shortlisté se retrouve avec une évaluation objective qui le dégomme? Bah, ce qui va se passer dans ce cas généralement, c'est que le recruteur va avoir tendance à rationaliser, à se dire, ouais, bon, ouais, c'est pas, après tout, c'est qu'un test, c'est pas si grave que ça. En fait, nous, on pense que le recrutement, ça devrait être fait totalement à l'inverse. C'est-à-dire que la première phase devrait se faire sur une présélection objective. C'est d'ailleurs aujourd'hui ce que pratiquent nos clients. C'est-à-dire que systématiquement, dès qu'un candidat postule, pour qu'il postule, il faut qu'il complète les évals. De là, je fais une première sélection, d'accord, sur critères vraiment objectifs. Je sais que mes finalistes ont tous les 3, tous les 4, tous les 5 de très fortes probabilités de réussir dans le poste. Ensuite, bien évidemment, il faut laisser toute sa part à l'émotionnel, au subjectif, au relationnel, mais pour nous, pas entre un recruteur et un candidat. Cette part-là, d'émotionnel, de subjectif, de feeling, elle doit se jouer entre votre client, le manager pour lequel vous recrutez, et le candidat, parce qu'au final, c'est eux qui vont bosser ensemble. Et on sait très bien chez Assessor que même si sur le papier, il y a 100% d'adéquation entre un candidat et son manager, bah, si ça le fait pas, ça le fait pas. Enfin, ils vont devoir bosser ensemble. Donc, peut-on maîtriser la dimension affective, le feeling? En tout cas, pour nous, donc, ça doit venir en dernier lieu. Et ça me fait penser à autre chose également, la question de Charlotte, c'est aussi toute la question de l'affinité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Assess First, on a aussi travaillé énormément sur cette notion d'affinité. Enfin, je vais me connecter en 2 secondes, je vais vous montrer justement. Hop là. Donc aujourd'hui, on a la possibilité, si le futur manager a passé une évaluation et si votre candidat a passé l'évaluation, ce qu'on va pouvoir faire, hop là, je me connecte vite fait, on va pouvoir justement essayer d'anticiper eh bien, la probabilité eh bien, que ça se passe bien entre un candidat et son futur manager. Donc là, Charlotte, spécialement pour toi, donc je vais prendre le profil d'une personne que tu connais bien, donc Emmanuel Sier. Donc si je clique sur son nom, donc là, je vais accéder au profil d'Emmanuel. Donc je peux accéder à la synthèse de ses résultats. Donc là, j'ai toute une partie voilà, qui va expliquer un petit peu son mode de fonctionnement. Je peux également accéder à des résultats complets concernant son profil, donc des résultats PDF. J'ai accès à la partie prédire à la réussite où je peux la projeter dans le poste. Donc là, on voit qu'elle a une forte capacité à réussir dans le job de consultant. Et on voit également un petit onglet affinité. Donc si je clique dessus, ah mince, attends, parce que je suis pas sûr que qu'on voit bien. Ah si, c'est bon. Voilà. Et donc là, on voit quoi? On voit l'affinité. Donc on voit l'affinité entre les 2 personnes. Donc on voit que, bah, apparemment, donc c'est moi que j'ai sélectionné ici. Donc je vois affinité entre David et Emmanuel, donc 70%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une forte probabilité, eh bien, de bien travailler ensemble au quotidien. On peut voir également la complémentarité des profils. Donc on voit est-ce que les profils sont plutôt similaires ou est-ce que ce sont des profils qui sont plutôt complémentaires. Sachant que ce qui est hyper important de bien comprendre, c'est qu'on n'a pas fait quelque chose de simplement simpliste en disant ouais les gens sont pareils, ils s'entendent bien, ils sont pas pareils, ils s'entendent pas. En fait, il y a vraiment toutes les configurations possibles. Ensuite, on va détailler également la facilité avec laquelle Emmanuel travaillera avec David, la facilité pour David de travailler avec Emmanuel, et on va faire le détail dans 7 domaines clés: les objectifs poursuivis, l'ambiance de travail, l'implication, la façon d'agir, la proximité qu'on recherche dans la relation, ou encore la façon d'interagir. Eh bien, on va pouvoir voir est-ce que on est
hop, dans du tout vert, c'est-à-dire que a priori, on va bien travailler ensemble, ça va se passer super facilement. Il y a du gris, c'est-à-dire que bah là, il faudra qu'on fasse des petits ajustements l'un et l'autre, ou en rouge. Donc là, par exemple, pour façon d'interagir, en rouge, il va faire passer ses idées. C'est-à-dire que là, on a quand même une façon de faire qui va être radicalement différente et qui pourrait peut-être, à terme, poser problème à l'un ou à l'autre. Voilà. Et un petit disclaimer, donc non, ce n'est pas Tinder, c'est pas pour faire de la rencontre en ligne, hein, parce qu'on nous pose des fois la question. N'allez pas détourner la solution, s'il vous plaît. Mais simplement, en gros, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on a tous des collègues, des collaborateurs ou des boss avec lesquels on s'entend très très bien, tout va bien, et des personnes avec lesquelles c'est un calvaire de bosser. En gros, ça va tout simplement permettre d'anticiper ça de manière mesurable. Voilà. Question. J'espère que j'ai répondu à ta question, Charlotte. Oula. Alors, ok. Est-ce que les questions... Donc, question d'Eduardo. Bonjour Eduardo. Est-ce que les questionnaires sont toujours les mêmes? Est-ce que les questions varient avec le temps? Les questions, oui, les questions sont toujours les mêmes. Pourquoi? C'est hyper important parce que justement, toute l'évaluation, tout le diagnostic en gros du potentiel de la personne, elle va reposer sur la pertinence des questionnaires, des évaluations qu'on fait passer. Donc, si on faisait varier les questions à chaque fois, en fait, on ne pourrait pas avoir une évaluation pertinente. Donc, tous les outils chez Assessor sont systématiquement développés, validés selon les standards internationaux les plus exigeants, donc l'American Psychological Association ou encore l'Educational Testing Commission Service, pardon. Et donc oui, c'est important. Après, est-ce que les questions varient dans le temps? Par contre, oui. Chez Assessor, on fait évoluer les questionnaires dans le temps. Typiquement, par exemple, nous avions un questionnaire d'évaluation des motivations qui a totalement été remis à jour l'année dernière parce qu'on s'est rendu compte bien que celui qu'on proposait avait un petit peu vieilli, tout simplement. Voilà. Margot, super, merci beaucoup. Merci à vous, Margot. Christian. Ah, génial cette question, Christian. Est-ce que... Charlotte, lol, ok. Donc, Christian, est-ce qu'un atypique peut échapper au radar? Alors, est-ce qu'un profil atypique peut échapper au radar? Alors, si je vais reprendre le profil, Christian. Tac, tac, il est où? Il est ici. Voilà. Est-ce qu'un profil atypique peut échapper au radar? Non, au contraire. Un profil atypique, il va rentrer dans le radar. Alors après, ça dépend ce que tu appelles profil atypique. Si un profil atypique, typiquement, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément fait la bonne école, qui n'a pas forcément eu les bonnes expériences, ou en tout cas les expériences qu'on attend. Par exemple, je sais rien, moi, passer par la super grosse boîte, passer dans des Big Four ou des choses comme ça. Bah justement, on va pouvoir le repérer. C'est-à-dire que nous, on ne s'attache pas du tout, le recrutement prédictif chez Assessor ne s'attache pas du tout à ce que la personne va dire d'elle-même au travers de ce petit morceau de papier qu'est le CV ou son profil LinkedIn. Nous, on pense que c'est éminemment réducteur parce que, au final, qu'est-ce qui permet à certaines personnes de créer de vraies différences au quotidien? C'est pas l'école qu'elles ont fréquentée, ça ne va pas être les expériences qu'elles ont eues, mais c'est bien qui elles sont fondamentalement. Et donc, ce qui est intéressant de noter également, c'est que dans le profil qu'on voit par exemple à l'écran, on n'a pas cherché à caractériser tous les critères. On ne s'est pas dit on va rechercher des copies conformes les unes des autres. En fait, ce que l'on peut observer, c'est que oui, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 critères sur 20 seulement qui ont été caractérisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur tous les autres critères, d'accord, les 12 autres donc, eh bien là on se dit, peu importe où se situe la personne, en fait c'est pas grave, parce que c'est pas ça qui compte en fait dans sa réussite. Donc est-ce que ça peut permettre, est-ce que ça peut faire en sorte qu'un atypique échappe au radar? Non, c'est plutôt le contraire. Et d'ailleurs on travaille notamment avec certains cabinets comme le cabinet Mosaic RH, donc qui œuvre énormément pour le recrutement des jeunes issus des quartiers un petit peu compliqués, un peu difficiles. Et donc ce qu'ils adorent dans l'approche, eh bien c'est justement que ça permet de lutter contre la discrimination, en ce sens que ça va permettre de pousser les personnes en fonction de leurs compétences réelles, en fonction de leur potentiel réel, et pas seulement sur la base de critères qui ne seraient pas pertinents. Alors, merci, oui c'est ça, on est d'accord. Super. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc Cédric, vous avez écrit J.
Alors pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Surtout, n'hésitez pas, hein, on est vraiment là à votre disposition pour répondre à vos questions. Ok. Ok, très bien. Bon, écoutez, si vous n'avez pas de questions, ce que je vous propose, c'est qu'on close ce webinaire. Après, bien évidemment, si vous avez quelques questions que ce soit, donc on vous invite eh bien, à nous faire part de vos questions. Donc, on va vous laisser une adresse. Hop. Donc, vous avez cette adresse. Ah, raté. C'est pas ici qu'il faut la mettre. C'est là, voilà. L'adresse, donc, c'est hello@assessfirst.com. Et donc là, n'hésitez pas pour toutes les demandes de renseignements, toutes les demandes de questions, si vous souhaitez, je sais pas, rencontrer l'un ou l'une de nos formidables consultants pour vous présenter cette approche, si vous souhaitez qu'on fasse une démonstration ou une présentation de ce que pourrait apporter l'approche prédictive, que ce soit à votre équipe RH ou à votre comité de direction. Donc on réalise très régulièrement ce type de présentation. Donc on sera à votre entière disposition et on y prend toujours énormément de plaisir. Donc voilà. Donc je vais clore ce webinaire en vous rappelant donc que vous avez la possibilité donc de vous créer un compte dès aujourd'hui sur app.assessfirst.com/register. Ou alors sinon vous allez juste sur assessfirst.com et vous cliquez sur créer un compte, vous arriverez au même endroit. Et donc ça vous permettra d'expérimenter pendant 30 jours gratuitement toute la puissance de la plateforme AssessFirst. Voilà, et bien écoutez, merci infiniment de votre participation. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain webinaire. Au revoir.